Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième édition du webinaire organisé par Spring5, aujourd'hui en partenariat avec Audazeva. Et j'ai l'honneur d'être entourée de Nabil Zegash et Rémi Pougeot pour l'occasion, nos deux experts qui vont creuser la problématique suivante: comment garder une donnée Salesforce globale dans un monde qui se fragmente. Alors avant toute chose, Rémi puis Nabil, j'ai envie de vous laisser vous présenter à notre audience. Bonjour, je suis Rémi Pougeot, je suis responsable de l'innovation chez Audaceva. Je viens de Schneider Electric, sur lequel j'ai travaillé sur Salesforce. J'étais client de Salesforce, client d'Audaceva et client de Spring5. J'ai également passé une année au BCG. Rapidement, Audaceva, c'est une start-up française qui est spécialisée dans la protection des données pour Salesforce. Donc, qui dit protection des données dit backup et restauration des données, archivage des données, automatisation du transfert des données et tout ce qui est data privacy des données personnelles. Et notre caractéristique, c'est que nos clients sont des grosses sociétés, le plus souvent des multinationales dans toutes les industries. Vous voyez, il y a du médical, il y a de la finance, mais c'est des sociétés qui ont la caractéristique d'avoir des grosses implémentations Salesforce en termes de volume, en termes de complexité, et qui sont souvent dans des industries régulées. Merci Rémi. Nabil? Merci Rémi. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Nabil Zegash, je suis l'un des fondateurs de Spring5. Donc Spring5, société de conseil en système d'information, on est spécialisé dans Salesforce. On est partenaire Salesforce depuis nos débuts. Moi, j'ai un parcours dans le conseil, dans une grande entreprise mondialement connue du conseil. Et puis ensuite, après avoir rencontré mes 4 acolytes, on s'est lancé dans l'aventure. Et Rémi, je le connais depuis maintenant une douzaine d'années, puisqu'on a travaillé ensemble sur l'implémentation de Salesforce chez Schneider Electric. Et on a encore d'ailleurs Schneider Electric comme client. On est sur plusieurs secteurs. On a certains logos d'ailleurs en commun. Je n'ai pas mis les logos ici pour ne froisser personne, mais on travaille dans différents secteurs, dans l'industrie, dans les services professionnels. On a une vraie compétence sur ce qu'on appelle le field service. Dans le luxe, la grande distribution, la distribution spécialisée, l'agriculture et tout un tas d'autres domaines. En fait, partout où le CRM est présent, on est présent. Ce qui nous différencie, c'est qu'en fait, on travaille toujours à la fois sur les éléments business et sur les éléments techniques. On part toujours du business pour ensuite en déduire les éléments techniques à implémenter. On fait vraiment on est spécialisé dans les sujets de transformation un petit peu complexes, où il ne s'agit pas simplement d'implémenter Salesforce, mais vraiment de transformer l'entreprise, sa manière d'appréhender sa relation client. Donc, on a une méthodologie qui est éprouvée, qui n'est ni de l'agile, ni du waterfall. C'est du wagile. Apparemment, le mot commence à faire son petit bonhomme de chemin dans la communauté. Et puis, on a des accélérateurs de projets qu'on a construits nous-mêmes. On a une présence aussi en Inde, ce qui, pour une entreprise de notre taille, est assez peu commun, on va dire. Et puis, on est vraiment très, très concentré sur nos valeurs, parce que c'est ce qui nous permet de grandir, ce qui nous permet d'attirer des talents et surtout de les retenir et de les faire grandir. Voilà. Donc, Spring5, Best Place to Grow, c'est un petit peu notre motto. Voilà. Trop bien. Merci à tous les deux pour votre présentation et merci d'être parmi nous ce matin. Pour les participants qui découvrent peut-être aujourd'hui la plateforme Livestorm, il y a 3 fonctionnalités qui vont vous intéresser tout au long de ce webinaire et qui vont se situer en bas à droite de votre écran. Le premier tout à droite, c'est le chat. Je vois déjà que toutes les personnes qui arrivent nous saluent justement dans le chat. Bonjour à tous. N'hésitez pas tout au long du webinaire à nous partager vos remarques, vos conseils, voilà, tout ce que vous avez envie de nous partager en fait, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Juste à côté de cet onglet, il y a l'onglet questions. Pour poser justement toutes vos questions, il y aura un temps dédié de 15 minutes à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse vraiment avoir ce temps et vous éclairer en fait sur les interrogations que vous pourriez avoir. Et le dernier onglet, c'est l'onglet sondage qui va nous permettre d'interagir avec vous. Spoiler alert, il va y avoir 2 sondages aujourd'hui. C'est très simple, des pop-up vont apparaître sur votre écran avec une question et des propositions. Donc, vous n'aurez plus qu'à sélectionner la proposition qui correspond à votre réponse. Ça nous permettra d'en savoir plus sur vous également.
Et ce webinaire d'1 heure, finalement, il va se décomposer de la manière suivante en 4 grands temps. Dans un premier temps, on va se questionner sur les problèmes et les enjeux que soulève le sujet autour des données. Ensuite, avec nos experts, on va parcourir les options existantes et les options qui s'offrent à vous aujourd'hui. On va explorer plus précisément une solution. C'est la solution Residential as a Service que Nabil et Rémi nous présenteront, et avec même en bonus une démo de la part de Rémi. Et on conclura sur un temps de questions-réponses, comme je vous le disais, pour vous donner la parole et répondre à toutes vos questions. J'ai assez parlé, je pense. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre première partie, et j'ai envie de m'adresser à toi, Rémi. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, quels sont les problèmes et les enjeux que tu détectes quand on parle justement de garder une donnée globale dans un monde qui se fragmente? Oui, donc ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les pays édictent des lois qui régulent les données au niveau national. Donc on peut dire dans l'histoire du monde, on a essayé de mettre des frontières pour les personnes avec des passeports, des visas. Ensuite, on a mis des frontières pour les biens avec de la douane, avec des contrôles d'export, d'import. Et là, on voit le même phénomène sur la donnée. On sait l'importance de la donnée. Donc les pays progressivement mettent en place des lois sur le contrôle des données. Ça peut être des lois très explicites, comme la Chine, qui dit que la donnée sur les sensibles de Chine, c'est-à-dire la donnée soit sur des citoyens chinois, soit sur des infrastructures critiques, ne peut pas sortir de Chine, doit rester physiquement en Chine. Il y a des pays qui suivent le même chemin. Je pense à la Malaisie, par exemple, la Turquie qui est en train de mettre en place une loi similaire. D'autres pays qui ont des lois sur le contrôle des données et disent que la donnée ne peut sortir que dans des pays de confiance. Donc, par exemple, l'Europe dit non, la donnée, nous ne faisons pas confiance aux États-Unis pour stocker la donnée sur des citoyens européens. Donc ça veut dire, il y a des jugements récents là, qui s'appellent Schrems 2, qui dit que on ne peut pas stocker aux États-Unis des données sensibles sur des citoyens européens. Donc ça fait indirectement des règles de résidence de la donnée. Donc c'est un gros sujet, parce que derrière, c'est au même niveau que la sécurité, que la cybersécurité, dans les priorités des responsables informatiques. Aussi, il ne faut pas oublier que ces lois ne sont pas écrites par des ingénieurs, ces lois sont écrites par des juristes. Donc, est-ce que la solution technique A, B ou C respecte la loi? C'est une question d'interprétation de la loi par les éditeurs et aussi à la fin par les sociétés. C'est un problème assez complexe et qui ne fait que grossir. On voit au fur et à mesure du temps le nombre de pays qui ont ce type de loi grossir. Donc on pense que l'année prochaine, on aura 65% de la population concernée par ces lois. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Rémi, c'est que moi je retiens deux choses. Un, il y a un sujet de souveraineté. Donc, qui dit souveraineté dit qu'en général, les pays sont extrêmement sensibles à ces éléments. On se rend compte que finalement, maintenant, les systèmes d'information de manière générale, le CRM en particulier, ce qui fait fonctionner la source d'énergie, c'est la donnée client. Et donc, pour pouvoir se différencier, pour pouvoir gagner des parts de marché, etc., avoir de la donnée en entrée, c'est ultra important. Donc, c'est devenu une vraie marchandise. Et les États s'en mêlent. Deuxième élément, c'est le parallèle avec, historiquement, les biens et les personnes. Il est tout à fait pertinent. La différence, c'est que les biens et les personnes, comme c'est physique, c'est plus facile à contrôler. Alors là, on est sur quelque chose qui est de la donnée, et de la donnée en plus électronique. Donc, à quel moment elle a passé, quelles frontières, comment ça s'échange, on peut finalement enfreindre la loi très facilement sans s'en rendre compte. Si on ne met pas les systèmes et les procédures en place pour se prémunir de ça, on peut très vite finalement se retrouver hors la loi sans vraiment le savoir. Et être hors la loi, c'est des conséquences importantes. Donc on connaît bien sur le GDPR les niveaux. En Chine, on parle de même niveau à 5% du chiffre d'affaires de l'année précédente, mais on parle aussi de l'arrêt des opérations ou la cessation de l'activité ou la révocation du permis. Il faut savoir que la plupart des multinationales en Chine ont une entité chinoise qui est une joint venture, donc le gouvernement chinois peut arrêter
des opérations d'une filiale en Chine si cette filiale n'a pas respecté les lois ou a exporté de la donnée sensible en dehors de Chine. Donc on voit que ce qui est à risque, hein, c'est plus qu'une amende. Si c'est une amende, on peut toujours considérer que c'est un risque financier et puis le mettre en provision. Là c'est vraiment un risque de business et un risque réputationnel aussi. D'accord. Et surtout pour la Chine, hein, qui est le cas extrême, mais dont je pense que les pays vont s'inspirer de plus en plus, la loi est très stricte et on a essayé de voir des solutions. Comme tu dis, Nabil, qu'est-ce que c'est que la donnée qui quitte la Chine? Est-ce que si ma donnée elle est encryptée en dehors de Chine, mais la clé est en Chine, est-ce que la donnée est en Chine? La réponse du gouvernement chinois, c'est oui. D'accord. La donnée ne doit pas sortir de Chine, même en transit, même pendant une milliseconde. Donc, elle doit rester, elle doit être stockée en Chine, affichée en Chine et traitée en Chine. C'est en transit et à rest. Et en fait, voilà. Pour rebondir sur la Chine, qui est effectivement aujourd'hui un cas extrême, mais qui va du coup inspirer, je pense, pas mal d'autres pays, ils sont sans pitié, y compris pour des entreprises chinoises. Donc Didi, équivalent d'Uber chinois, qui était une licorne, a disparu parce que n'a pas respecté les lois et donc cessation, amende record, cessation d'activité, et elle n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est ça a valeur d'exemple. Donc c'est pas simplement du théorique, là on est vraiment sur une loi qui est appliquée par les autorités. Et ça fait réfléchir donc toutes les autres entreprises pour se mettre en conformité. Et donc là, on voit l'enjeu pour des sociétés multinationales dont la puissance est sur un effet d'échelle, hein, de pouvoir répliquer, vendre les mêmes produits, avoir les mêmes process, partager les mêmes données de manière globale, d'accord. Et donc là, qu'est-ce qui se passe, d'accord, puisque tout le modèle qui était basé sur le partage et l'effet d'échelle est à risque. Super, c'est très très clair et je pense que du coup on comprend bien au travers de vos explications et de vos exemples les enjeux et les lourdes conséquences qui peuvent aussi exister en cas de non-conformité aux lois et aux réglementations qui sont en vigueur. Ça soulève forcément plein de questions. Si vous en avez déjà dans le chat par rapport à ce que Nabil et Rémi nous ont exposé, n'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà dans l'onglet dédié. Et moi, en attendant, j'en ai déjà une pour vous. Je vous envoie le premier sondage de ce webinaire. Dans quel pays peut-on rencontrer ce problème selon vous? Et le voici qui apparaît sur vos écrans. On vous a mis plusieurs propositions: Chine, Turquie, Europe, US, Inde. Et on voit déjà les premières réponses apparaître, avec une majorité de personnes qui répondent pour l'instant la Chine. En deuxième position, l'Europe. Bon, en tout cas, il y a des réponses dans toutes les cases. Donc, je pense que ce qui veut dire que ces problématiques, en fait, se retrouvent un petit peu de partout, je pense. Et peut-être pour compléter sur les pays, on a certains clients qui anticipent, qui sont au-delà de la loi, d'accord, et qui disent, par exemple, mon contrat avec un citoyen d'un pays doit être dans le pays, même si la loi ne m'y oblige pas. Donc, ils veulent segmenter par pays, même si c'est pas. Donc, ils veulent un mécanisme d'avance qui fait ça. Notamment, il y a des pays où c'est fortement recommandé, d'accord. L'autre jour, je me suis connecté avec un client en Corée. Au moment de se connecter sur l'équivalent de Livestorm, je dois cliquer une case, j'accepte que mes données soient exportées en dehors de la Corée. Donc, c'est quelque chose vraiment qui arrive dans la vie quotidienne. Ok, super. Bon, maintenant qu'on a mis le doigt sur les problèmes et les enjeux, je pense que là, on est tous bien conscients de ça. J'ai envie de me tourner vers toi, Nabil. Quelles sont les options qui s'offrent à nous aujourd'hui pour justement apporter des solutions? Alors, il y a effectivement cet enjeu qu'on vient d'évoquer. Et les entreprises, certaines anticipent, hein, comme le dit Rémi, d'autres subissent. Pour les aider un petit peu à réfléchir à tout ça, finalement, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une solution, se dire, bon, je vais faire
un CRM local pour chacun de mes pays ou de mes groupes de pays, parce qu'on voit l'Europe est un groupe de pays, etc. etc. Donc, je vais fragmenter finalement mon CRM et voilà, j'aurai des CRM locaux installés localement. Ça pose quand même la question de Salesforce, parce que Salesforce aujourd'hui ne permet pas de stocker dans chacun des pays ou des groupes de pays de manière native. Mais si je veux rester dans le monde Salesforce, alors j'ai un choix qui s'appelle Hyperforce, qui me permettrait de répondre à cette contrainte et d'avoir localement aux Émirats, en France, en Chine, etc., mon Salesforce qui tournerait. Là, je prends pas encore en compte la temporalité, mais dans l'absolu, ça serait une solution. Et puis, une autre solution, et ce dont on va discuter un petit peu plus tard, justement, c'est la solution Residency as a Service. Alors, si on essaie un petit peu de regarder plus précisément ces différentes options, et pour 3 typologies de sociétés. Alors, je suis une société chinoise en Chine, ou alors je suis une multinationale, mais j'ai la Chine qui est complètement autonome, ou alors je suis une multinationale avec des opérations globales, ce qui représente en fait la majorité des multinationales aujourd'hui. Quelles sont par rapport à ces options, comment je peux me positionner, lesquelles me correspondent et lesquelles ne me correspondront pas. Donc aujourd'hui, une solution Salesforce classique ne correspond à aucune de ces catégories d'entreprises. Si je suis une société chinoise en Chine, de toute façon, je ne peux pas avoir Salesforce en Chine, ça n'existe pas aujourd'hui. Je veux dire, localisé en Chine, dont les serveurs seraient en Chine. Donc, c'est pas possible. Si j'ai la Chine qui est autonome, ça revient au même. Donc, je suis une multinationale. Pour le reste du monde, bon, je peux à peu près me débrouiller, mais pour la Chine, je suis piégé. Et pareil. Donc, à partir du moment où je veux rester sur un Salesforce classique aujourd'hui et j'ai des opérations en Chine, par exemple, je suis en conformité. L'option du CRM local, ça se passe bien si je suis qu'une société, enfin pour les sociétés chinoises en Chine, naturellement. Mais là, je quitte le monde Salesforce. Pour une multinationale qui a des opérations autonomes en Chine, je peux avoir la filiale chinoise avec son CRM local, puis je me débrouille un peu pour le reste du monde. Par contre, si j'ai des opérations globales, et par opération globale, on verra tout à l'heure un exemple, où j'ai des interactions parce que j'ai un centre d'appel chinois qui peut avoir besoin d'aide d'un centre d'appel ou d'un niveau d'expertise supérieure qui se trouve en dehors de Chine et où donc je dois échanger de l'information, eh bien, je suis plus conforme. Si j'utilise Hyperforce, donc Hyperforce, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette offre, donc c'est une offre proposée par Salesforce qui permet d'héberger Salesforce sur un data center propriétaire du client et donc hébergé à peu près où il veut sur la AWS, etc., etc. Donc, c'est bien, ça nous permet finalement de commencer à localiser Salesforce. Simplement, aujourd'hui, ce n'est pas encore une réalité. Ça pourrait l'être en 2023 pour la Chine, Safe Harbor, comme dit Salesforce. Donc, ça reste une hypothèse, mais à date, elle n'est pas encore en place. Pour une entreprise qui est globale, la dernière ligne, j'ai toujours cette problématique de devoir interagir avec des gens qui sont potentiellement dans d'autres pays. Et là, Hyperforce ne résoudra pas le problème parce qu'il va falloir que j'échange de la donnée et donc que je fasse sortir de la donnée chinoise en dehors de Chine. Et donc, la dernière option que l'on propose ici, c'est Salesforce plus la solution Residency as a Service de Doceba. Donc, si je suis une société chinoise en Chine, je pourrais le faire, mais l'intérêt, si je suis dans ce cadre-là, et que dans ce cadre-là, il est pas extrêmement fort, parce que finalement, je vais me rajouter une complexité, alors que finalement, j'ai d'autres solutions plus simples. Pareil, si la Chine est autonome, ce qui revient un peu au même. Par contre, pour les multinationales avec des opérations globales, là, c'est la solution idéale. Alors, on va voir qu'il y a un petit surcoût d'un point de vue architecture, mais je suis en conformité et surtout, mes processus ne sont pas impactés. Les utilisateurs continuent à travailler comme ils travaillaient auparavant, à interagir comme ils interagissaient auparavant.
Donc, pour illustrer ça d'un point de vue architecture, sur les deux approches Hyperforce et Residency as a Service, donc dans le cadre de l'exemple où on partirait sur de la Hyperforce, donc là on prend un cas simple où on a Chine et US, mais après vous pouvez démultiplier ça avec Europe, Malaisie, etc., Turquie. Si on prend l'approche Hyperforce, on va avoir de la donnée, il va falloir qu'on ait une couche de ce qu'on appelle les master data, donc des données référentielles, clients, etc., que je vais devoir synchroniser avec tout un tas de ce qu'on appelle des orgs, dans le jargon Salesforce, d'instances Salesforce, une qui serait en Chine, une aux US, une en Europe, etc., et vous démultipliez ça à foison. Si on prend un exemple et c'est ce qu'on illustrera tout à l'heure dans la démo, d'une interaction, donc d'une plainte d'un client qui a un problème, qui dit « Tiens, moi, j'ai besoin d'aide en Chine », la personne en Chine ne va pas pouvoir le résoudre et va demander de l'aide à un centre d'expertise qui se trouve aux États-Unis. Il va falloir faire sortir de l'information chinoise vers les US, sauf que on ne peut pas. Donc, on est sur une autre org, on va créer un nouveau case à côté, on ne passera que l'information pertinente et pas les informations identifiables. Et puis ensuite, quand le collègue aux US aura fini, on va recevoir la mise à jour. Donc on voit qu'en termes d'opération, en termes c'est beaucoup moins fluide, et on va devoir consolider l'information de plusieurs orgs Salesforce qu'il va falloir anonymiser lorsque on les envoie sur notre data lake ou autre pour pouvoir derrière faire des reporting, avoir des indicateurs de performance, etc. Donc ça fonctionne, mais on voit qu'il y a vraiment un surcoût assez important en termes d'architecture. Le dernier élément important à prendre en compte, on le néglige souvent, mais une instance Salesforce, en fait, on l'a construit, donc il y a une chaîne de production pour construire cette solution. Et en fait, cette chaîne de production, là, il va falloir la démultiplier au risque de se retrouver avec des instances qui sont déconnectées les unes des autres, qui divergent les unes des autres. Et si on veut l'éviter, il va falloir mettre en place des outils, des process, etc., qui vont permettre de s'assurer que mes instances en Chine, mes instances aux US, etc., restent uniformes et que je puisse les maintenir à moindre coût. C'est une vraie gageure. Donc, ça fonctionne, mais c'est pas complètement anodin en termes et d'architecture, de coûts associés et de maintenance à long terme. Sur la partie droite, on voit la solution avec Residency as a Service. Donc, ça n'est pas transparent en termes d'architecture. Il y a forcément quelque chose à faire, ça, on en est tous conscients. Par contre, ça permet, ici, pour une entreprise qui opère globalement, qui a une seule instance, de ne pas avoir à casser ce paradigme de l'instance unique. Donc, je reste sur mon instance unique, globale, et je vais pouvoir dérouler mon scénario. Donc, toujours le même, un case qui est ouvert en Chine, la personne qui n'arrive pas à résoudre ce case, qui va demander de l'aide en escaladant ce ticket, en disant « Tiens, j'ai besoin d'aide », on reste sur la même org, son collègue aux États-Unis récupère et traite, et ça met à jour automatiquement. Et donc, tout le monde voit finalement le même ticket, mais comme on va le voir dans la démo, tout le monde ne voit pas les mêmes données personnelles associées à ce ticket. Et donc, cette magie, elle s'opère comment ? Elle s'opère grâce à l'interaction que l'on va avoir. Donc, la partie haute, on va avoir une instance Residency as a Service en Chine, une instance Residency as a Service aux US, etc., etc. Donc, ce qu'on va multiplier ici, ce ne sont pas les orgs Salesforce, mais les endroits où on va stocker, où on va localiser la donnée. Donc, ça reste quand même beaucoup plus léger. Et on va interagir avec ces différentes instances Odaceva en fonction de la donnée, si c'est une donnée chinoise avec l'instance chinoise, si c'est une donnée US avec l'instance US. Donc, il y a un surcoût, mais il est beaucoup moindre. Et si on reparle de la partie basse, la partie metadata, eh bien, on n'a rien à changer. On peut continuer à produire notre instance, à l'enrichir de nouvelles fonctionnalités, etc.,
comme on le faisait classiquement. Et donc ça, c'est un coût, ou en tout cas, c'est une économie par rapport à la solution Hyperforce ou la solution CRM locale qui est extrêmement importante. Donc ici, on garde un processus global et une interaction entre les différents acteurs de mon entreprise inchangé. On garde un système de production de mon instance Salesforce qui est inchangé. Et ce qu'on va changer, c'est où est-ce que je stocke la donnée non anonymisée avec les vraies données des personnes. Eh bien, on va démultiplier les instances Odaceva résidentielles de service. Donc, je pense que là, on peut peut-être commencer à présenter la solution en tant que telle. Ouais. Donc, je vais vous présenter la solution Odaceva Residency as a Service. Alors, comment ça marche? Le principe, finalement, il est assez simple, comme Nabil a commencé à l'évoquer. Dans Salesforce, pour les données sensibles, nous allons stocker des données anonymisées, c'est-à-dire des données masquées. On voit l'exemple, hein, c'est-à-dire qu'à la place du nom-prénom, je vais avoir étoile, étoile, étoile. Mon numéro de téléphone va être un numéro de téléphone 000 et ainsi de suite. Donc, les données dans Salesforce sont inexploitables, complètement masquées. Par contre, on peut garder dans Salesforce des données démographiques, ce qu'on appelle des démographiques, par exemple la tranche d'âge, par exemple, est-ce que vous êtes un client VIP, est-ce que vous êtes dans quelle division de la société vous êtes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des données qui sont considérées non sensibles, qui peuvent être stockées dans Salesforce. Et dans Salesforce, on garde toutes les transactions. Donc, dans l'exemple qu'on va voir, les cases ou les opportunités peuvent rester dans Salesforce. Et dans Odaceva, localement dans chacun des pays, donc par exemple en Chine, on va stocker les données sensibles, d'accord, qui, comme ça, par design, seront stockées en Chine. Donc, on sépare les données, je dirais, globales qui sont dans Salesforce et les données locales qui sont dans Odaceva, dans notre solution. Donc, ce qui permet de dire par construction, on respecte les règles de residency. On se protège même contre le Cloud Act puisque les données ne sont plus dans Salesforce. On assure, et ça on va le voir après, une bonne expérience, d'accord, une bonne user interface. La question qui revient souvent, c'est mais si on stocke les données, non pas dans Salesforce, dans Odaceva, que deviennent mes analytiques, que deviennent mes workflows? Alors, ce qu'on voit, c'est que dans votre workflow, dans votre analytique, vous n'allez pas utiliser des données sensibles. Il n'y a pas de workflow qui dit si le prénom est égal à Nabil, alors je fais ci ou je fais ça. Ou si le prénom est égal à Rémi, ou si la date de naissance c'est exactement ça, alors je déclenche un processus. Vos workflows dépendent des données démographiques et d'autres transactions. Même chose pour les analytiques. Si vous faites une analyse de marché, vous n'avez pas besoin de faire une analyse de marché par le prénom ou le nom de famille de la personne ou son adresse exacte au numéro de rue près. Donc, le fait de stocker les données sensibles en dehors de Salesforce ne casse pas les workflows, ne casse pas vos algorithmes d'AI, ne casse pas votre Customer Data Platform. Et éventuellement, si besoin est, par exemple, de faire des champs calculés sur ces données sensibles, nous avons le moyen de déporter le traitement du calcul des champs localement en Chine. Donc, ce qui vous permet, au niveau du retour sur investissement, d'être global par construction. Tout ça est configurable au niveau du champ. Donc, vous allez dans les écrans de Salesforce, il y a quelque chose qui s'appelle Compliance Category. Donc, vous allez taguer les champs que vous voulez stocker en Chine ou en Turquie ou en Malaisie et automatiquement, le système va s'adapter pour stocker les données au bon endroit. Et donc, c'est tiré par de la configuration, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez étendre par pays ou par objet, vous allez simplement avoir à faire de la configuration. À quoi ça ressemble pour un utilisateur? Pour un utilisateur, j'ai un exemple de service console. J'ai ma service console normale et la zone encadrée en rouge, là, est un composant fourni par Odaceva qui affiche les données sensibles qui sont stockées en Chine. Donc, ce composant n'est visible que si vous êtes en Chine et accède les données en Chine.
Pour le montrer un peu d'une autre manière, dans mon écran, j'ai deux parties. J'ai la partie en haut qui va aller chercher les données dans Salesforce et la partie qui est encadrée en noir, dans le carré noir ou encadrée en rouge, qui va aller rechercher via les API des données locales, par exemple en Chine, chez Odaceva. Et ça se fait du côté client, donc c'est le butineur, le browser qui va aller lire les données en Chine. Donc la donnée ne sort jamais de Chine, même en transit. Le Salesforce ne voit jamais les données sensibles. Et ça, c'est très important dans notre approche. Donc, on va faire une petite démonstration pour être plus clair. On va prendre un exemple qui est un exemple qu'on voit chez beaucoup de clients, qui n'est pas un exemple imaginaire, où on a un support client global. Oui, donc là, je vois la question de Mathieu. L'affichage du composant se base soit sur l'adresse IP de l'utilisateur, soit sur son pays, sur son profil dans Salesforce, soit une combinaison des deux. Donc voilà comment on filtre l'utilisateur. Donc dans ce scénario, on a Jane qui est basée aux États-Unis, qui est responsable du support client et de voir que tout se passe bien. On a Zihan qui est en Chine, responsable du support client local en Chine et qui veut pouvoir faire son travail, mais aussi s'assurer que la donnée sensible reste en Chine. Et nous avons Tim qui est en Europe, qui fait du support niveau 2, qui a besoin d'aider Zihan quand elle ne sait pas résoudre le problème localement. Donc, voilà un peu le setup de la démo. Je vais partager mon écran. Donc là, je suis je suis Jen, j'ai ma liste des dashboards. Donc je vais ouvrir mon dashboard exécutive et là, je vois tout ce qui se passe sur le support client, mon SLA, mon escalation rate, le nombre d'open cases, les cases by channel. Et tout ça, c'est avec zéro intégration. C'est ce qu'a expliqué Nabil. L'avantage de scénario, c'est que là, j'ai une seule instance Salesforce, donc je vois tout. Je vois tous mes dashboards, je peux calculer tous mes KPI très facilement dans Salesforce. Si je comprends bien, là, en fait, pour Jen, c'est business as usual. En fait, il n'y a aucun impact pour elle sur sa vision globale de ses dashboards, etc., quoi. Tout à fait. Ça, c'est les dashboards tels que vous les avez construits. Ils ne changent pas. Ils restent comme ils sont. Alors, la petite différence, c'est quand là, je vais ouvrir les cases. Je vais voir la liste des cases. Et là, je vais voir les cases qui sont assignées à Zihan. Okay. Là, je vois le numéro de case, je vois le sujet. Mais vous voyez, à la place du contact, j'ai une donnée qui est aléatoire. Je ne sais pas qui est le nom du contact pour le case 1742. En tant que Jen, est-ce que ça me gêne? Absolument pas. J'ai absolument pas besoin de savoir le nom du contact qui a déclenché le case. Moi, j'ai besoin de savoir est-ce que tout se passe bien, est-ce que Zihan a trop de travail, est-ce qu'il faut rajouter un agent, est-ce qu'il faut rajouter une knowledge base parce que c'est souvent les mêmes sujets qui sont demandés, ainsi de suite. J'ai absolument pas besoin de savoir le nom du client. Donc là, on va changer de persona. On va passer en Chine. Donc là, je suis en Chine et il y a Li Chen qui me téléphone. Donc là, je vais chercher Li Chen. Donc là, je suis sur un écran Salesforce, mais c'est un écran Salesforce qui est fourni par Odaceva qui permet de faire une recherche depuis la Chine sur la donnée chinoise. Donc là, quand j'appuie sur Search, ça ne fait pas une recherche dans Salesforce, puisque dans Salesforce, il n'y a que des données masquées, donc ça ne marcherait pas. Ça trouverait ce qu'on a vu avant, là, les données aléatoires. Ça fait une recherche en Chine dans notre système. Donc là, je trouve dans notre système en Chine les clients qui contiennent Li Chen. D'accord ? Et comme je suis en Chine et comme j'affiche les données stockées par Odaceva, là, je peux voir l'email, je peux voir le téléphone, je peux voir l'adresse complète. Donc, je vais ouvrir la fiche client. Donc là, je suis dans ma service console. Et vous voyez cette fenêtre à droite, la Secure Contact, qui affiche les données de nom, de email, de téléphone du client chinois, que, encore une fois, je peux voir parce que je suis en Chine, et qui sont
affichés dont les données ne sortent pas de la Chine. Par contre, si je vais dans la partie contact detail, qui est la partie standard Salesforce, vous voyez que je vois des données masquées. Et là, d'ailleurs, le nom de mon contact est FNAA, c'est une chaîne de caractères aléatoire. Donc, ça me permet de travailler, ça me permet de savoir qui est mon contact, de remplir mon case. Et là, je ne sais pas résoudre le case moi-même en Chine, donc je vais l'escalader à mon collègue en Europe. Donc, Pendant que tu fais ça, en fait, moi, ce que je comprends, j'escalade. c'est que là, on a la partie haute en haut à droite, c'est un composant dédié au Daceva qui permet, parce que je suis au bon endroit, d'accéder à la bonne donnée non masquée. Là, on a, pour des raisons didactiques, montré la partie en bas à droite de Contact Details. Dans la vraie vie, on montre ou l'un ou l'autre en fonction des conditions. Ça permet là de bien illustrer qu'en fait, bon, il y a une clé qui permet de corréler l'un à l'autre, qui est stockée dans Salesforce. Donc, si je suis dans Salesforce, je ne vois absolument rien, parce que de toute façon, on l'a donné. Donc, si j'attaque en base, si je fais un select, etc., ce que je verrai, c'est la partie base, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui est physiquement stocké dans Salesforce. Donc, quelle que soit la manière dont je vais l'adresser, soit via l'écran, soit en faisant une requête, soit par API, etc., c'est ça que je verrai, parce que c'est ça qui est physiquement stocké. Ça qui est important de comprendre, c'est pas quelque chose que l'on va cacher à la volée pour que la personne ne le voit pas, c'est que c'est vraiment ce qui est stocké dans Salesforce. Et à l'inverse, la partie haute, c'est ça que l'on va à la volée chercher dans Odaceva. Donc là, ça nous permet, comme tu disais tout à l'heure, by design, on est conforme. La donnée, elle n'est vraiment pas chez Salesforce. Et ça permet, je trouve, bien de l'illustrer, puisqu'on voit la partie base qui est vraiment ce que j'ai dans Salesforce. Ok, merci d'avoir clarifié. Et donc là, je vais changer, je vais aller Team Service en Europe. D'accord? Donc là, je suis en dehors de la Chine. Donc, c'est ce que Nabil a expliqué. Comme je suis en dehors de la Chine, là, je vois les données stockées dans Salesforce. Je vois le contact name FNA XAB. Okay. Mais je peux ouvrir le case. Dans le contact detail, je vois les données masquées, mais ça ne m'empêche pas, en tant que team service, de faire mon travail. Je n'ai pas besoin de savoir le nom du client chinois, ou son prénom, ou son numéro de téléphone, ou son mail pour résoudre le case. Moi, je suis expert, je me concentre sur le problème du client et peu importe comment il s'appelle. Donc, ça permet de garder ce process de support global. Et on voit en haut à droite, là, justement, voilà. Ce qui est intéressant, parce que tu parlais tout à l'heure de données démographiques. Donc, tu vois, on a seniority exécutive, donc ça permet quand même à Team de savoir à qui on a affaire. Donc, on a affaire, a priori, à quelqu'un d'important chez ce client. Donc, en termes derrière de SLA, de priorité, de comment je vais gérer le case, j'ai les éléments en tant que team de contexte, en tout cas, qui vont me permettre de correctement servir le client, finalement. Et je me demandais, la photo en haut à droite, donc là c'est une photo, enfin, c'est pas une vraie photo, mais chez certains de nos clients, ils ont les vraies photos de leurs clients. On peut aussi la stocker sur Odaceva et ne la montrer que... Tout à fait, on supporte tous les types de champs, d'accord ? Donc, si c'est un champ photo, on va le stocker chez Odaceva et le masquer avec une photo générique. Donc, en fait, on masque toujours les champs en gardant le format. C'est aussi le gros avantage de cette solution, c'est que vous ne changez pas votre data model. Le data model est le même que vous soyez dans la partie globale, je dirais, où il n'y a pas de contraintes, ou la partie locale en Chine, c'est le même data model. Il y a d'autres solutions où vous pourriez déporter complètement votre base en Chine, mais ça compliquerait beaucoup la gestion. Et puis on sait, dans Salesforce, il y a quand même des champs obligatoires. Donc tout ce qui est champ obligatoire, tout ça ne change pas. Alors, ma question de Bilal. Alors, pour la partie marketing, comment je peux faire pour envoyer une campagne marketing depuis Salesforce et je dois inclure les prénoms des personnes? Alors là, c'est une très bonne question. On l'a un peu vu rapidement dans ton slide, Nabil. Une des questions les plus compliquées dans cette architecture, c'est d'envoyer des mails, parce que le mail n'est pas stocké dans Salesforce. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on propose une solution de proxy où vous allez envoyer la template d'email avec tous les champs masqués.
l'identifiant unique de contact, mettons. Et en Chine, il faut une solution qui va finir la template, appeler notre API, parce que notre API peut être appelé pas uniquement par l'écran, mais par les applications, et remplacer dans la template les champs masqués par le nom et le prénom réel, et le mail, et envoyer le mail. Donc tout ça, ça doit se faire en Chine. D'accord ? De toute manière, vous n'avez pas le droit d'envoyer des mails en dehors de la Chine, d'accord, un Chinois, puisque ça veut dire que ces données contiendraient le nom, prénom, et donc vous seriez hors la loi. Donc il faut relayer ce mail localement en Chine. Et aussi, donc, on a le problème, c'est pas le plus simple à faire. Par contre, il ne faut pas oublier de quoi on parle. C'est soit on arrête les opérations en Chine, soit on a légèrement une dégradation des process. Donc, c'est ça qu'il faut bien équilibrer. Aussi, j'ai oublié de mentionner qu'en juillet, la Chine a signalé que la période de grâce pour respecter la loi se terminait en mars. Donc, mars 2023, certaine urgence. Le coup près tombe. 2023, oui. Donc, après, les gens qui disent oui, mais ça marche plus, ça. Ok, c'est vous qui voyez. Il faut quand même faut réagir et faire quelque chose. Mais effectivement, il y a des je suis basé en Chine. Si je suis basé en Chine et que je souhaite modifier mon. Yacine a posé une question. Donc, si vous êtes basé en Chine et je souhaite modifier votre contact, c'est dans un cas, je pense, de community, de self-service, d'accord ? Donc là, on va vous proposer un autre écran qui, au lieu d'aller écrire les données dans Salesforce, vont appeler notre API pour les modifier dans la base Audaceva, de manière un peu c'est comme en création, finalement. C'est comme en création, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un écran, l'écran ensuite ne fait que le relais via les API et stocke sur le serveur RAS, et ensuite stocke de la donnée anonymisée dans Salesforce. Donc là, c'est le même principe, mais simplement, il sera sur Experience Cloud versus sur Sales Cloud ou Service Cloud. Et bonne question de Yacine. En fait, c'est là que c'est intéressant. Sachant que aussi, pour être... Vas-y. Ce que je disais, c'est... Juste pour être aussi clair... On voit bien, pardon, il y a un lag, j'ai l'impression, on voit bien le côté où on se triture. Quand je disais au début, quand c'est physique, la boîte, elle est physiquement en France ou en Chine, c'est clair. Là, la donnée, il faut bien se poser la question et bien comprendre derrière comment c'est construit pour savoir où est la donnée. On peut facilement se faire piéger, sur l'exemple de l'email par exemple, et se retrouver avec de la donnée qui est sortie de Chine. Et ça, en plus, il n'y a rien qui nous empêche de le faire réellement, physiquement. Donc, on peut se retrouver hors la loi sans vraiment s'en rendre compte. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un travail un peu de fourmi, là, de revoir et d'utiliser une solution standard qui a déjà réfléchi à tous ces éléments, etc. C'est vraiment un plus, parce que franchement, c'est loin d'être simple. Et comme tu dis, Nabil, ça pose des problèmes en amont, alors que si par exemple vous mettez un CRM local en Chine ou Salesforce en Chine, rien n'empêche physiquement de quelqu'un en dehors de la Chine de se connecter, d'exporter les données. Et donc, vous n'allez pas voir venir le problème. Là, on est vraiment by design où on bloque le transfert en dehors de Chine, ce qui force les bonnes questions que vous avez. Qu'est-ce qui se passe on a d'autres aussi questions sur les applications mobiles avec Service Max, notamment. Qu'est-ce qui se passe sur mon application mobile? Donc, je vous laisse voir ce que ça veut dire, mais oui, il y a des impacts qui sont inhérents à la loi, plus qu'en fait qu'à notre solution. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait exprès de parler de Service Max, mais justement, ce qui est intéressant dans ta démo, c'est, on regarde Salesforce et on voit bien déjà que Experience Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, enfin, il y a des problématiques qui peuvent déjà être un petit peu différentes. J'envoie des mails, je fais du marketing, mais Salesforce, une de ses justement forces et une des raisons pour lesquelles les clients l'utilisent, c'est sa capacité à étendre via les solutions proposées par les ISV. Une des solutions avec lesquelles d'ailleurs nous sommes partenaires et nous avons fait d'ailleurs le premier webinaire, c'est Service Max.
Et donc, ServiceMax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ISV qui travaille autour du field service. Il est spécialisé dans le field service, donc les techniciens qui vont sur le terrain, les contrats de maintenance, la gestion des assets, etc. CF, le premier webinar. Et là, on a une autre problématique, parce que on a des écrans qui ne sont pas des écrans Salesforce, avec des logiques qui ne sont pas celles de Salesforce. Mais le client qui utilise ServiceMax sur son Salesforce, il faut qu'il reste conforme globalement. Si je ne peux pas être juste conforme sur la partie Salesforce et pas conforme sur la partie ServiceMax. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rémi nous a contacté il y a quelques temps avec un beau challenge, c'est faire un POC, justement pour démontrer que c'était faisable et que l'architecture qu'on nous a présentée, elle fonctionne aussi avec ServiceMax. Donc, ce qu'on a fait avec les équipes en interne, c'est on a relevé le défi et donc on a fait un POC dans lequel les écrans ServiceMax, donc pour ceux qui connaissent les fameux SFM, en utilisant les fonctionnalités standards de ServiceMax, vont à la volée appeler les API de Doceva pour récupérer les données et les afficher lorsque c'est pertinent ou afficher la donnée Salesforce lorsque c'est pertinent. Et donc, ça a été fait en une semaine, hein, le POC. Une semaine, ouais. Pour justement le temps de s'approprier les API, de voir où brancher l'appel, etc. Et donc, on se retrouve en conformité. Il n'y a pas un changement énorme à faire sur une implémentation existante ServiceMax. Il y a juste un branchement ajouté à un endroit. Et donc, là, c'est quelque chose que nous avons fait, mais on peut très bien imaginer demain que ce soit un partenariat Doceva ServiceMax et que ce soit complètement inclus dans une des releases de ServiceMax. Donc, l'idée de ce point-là, c'est de se dire, attention, quand on pense à ce sujet-là, il faut le penser tout à fait globalement et être by design dans la conformité, parce que sinon, on oublie une partie importante de son instance avec les ISV, et là, pareil, on est piégé et on est obligé d'arrêter les opérations en Chine. Et d'ailleurs, on est contacté par des ISV. On a un ISV, je pense que je ne vais pas le nommer, qui a perdu un deal avec un gros client contre Microsoft, d'accord, parce qu'il n'avait pas de solution de residency. Donc, c'est quand même l'enjeu est important. Et Salesforce dit attendez d'avoir Hyperforce en Chine. Encore une fois, l'urgence est là. Et donc, on travaille avec donc ServiceMax. On est en train de démarrer un partenariat, mais aussi d'autres ISV, des verticaux de banque et de santé. Très intéressés, puisqu'en fait, la majorité de nos clients sont dans la santé là-dessus, parce que dans la donnée santé, il y a beaucoup de données sensibles, hein, non seulement nom, prénom et email, mais aussi les données médicales, voilà, beaucoup d'autres choses qui sont sensibles. Donc, on voit beaucoup de. Et on a nous aussi été contactés récemment par des clients qui, justement, ont déjà en tête le fait de pouvoir isoler la Chine, de prendre en compte ça, et qui se posent beaucoup de questions autour de Salesforce versus d'autres solutions. Donc, Hyperforce, ça va mettre un peu de temps. Donc, savoir leur proposer ce type de solution maintenant, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de retarder leur projet, c'est extrêmement important. Donc, en résumé, Residency as a Service vous permet de respecter les lois de résidence des données, en stockant localement, en gardant vos opérations globales, et tout ceci configurable au niveau du champ, des règles de transfert, comment vous définissez qu'un enregistrement concerne un Chinois, qui est considéré comme étant en Chine. Tout ça, c'est de la configuration, pas du code. Donc, vous gardez le modèle de données, les process, votre implémentation Salesforce existante. Pas besoin de faire de l'intégration dans tous les sens et de prendre des risques un peu cachés de transfert de données qui se passeraient sans qu'on sache. Étendre facilement à de nombreuses régions. Donc, en gros, on est présent, on n'a pas notre data center dans les régions. Donc, on est présent là où il y a AWS et on regarde pour certains pays d'être sur AliCloud, notamment la Malaisie. AWS n'est pas présent en Malaisie. Donc, AliCloud nous permettrait de couvrir plus de régions.
On a une approche API, donc on a certains clients qui sont en train de regarder pour aller plus loin que Salesforce, c'est-à-dire par exemple du SAP. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des clients qui ont leur application maison, qui gèrent quand même des données clients. On sait que tout n'est pas dans Salesforce, il y a des applications qui gèrent des données clients et qui ne sont pas Salesforce, et ils n'ont pas envie de réinventer la roue. Faut savoir qu'aussi pour opérer en Chine, c'est assez compliqué. Donc nous, on a dû avoir un partenaire en Chine. On a un droit d'avoir un site web. Après, on est en train de faire certifier notre solution par le gouvernement chinois. C'est assez lourd. D'accord. Donc, si vous faites la même chose vous-même, c'est pas gagné. Et aussi pour information, on a un brevet qu'on a déposé sur Residential as a Service. Notamment, on a des mécanismes qui permettent de consommer aucun appel API de Salesforce, ni en entrant ni en sortant. Donc c'est aussi ça, on a des mécanismes un peu évolués là-dessus qui sont pas spécifiques à Salesforce. Tout ce qu'on fait n'est pas spécifique à Salesforce, donc vous pouvez supporter d'autres technologies. Donc la bonne question de Mathieu, est-ce que l'anonymisation concerne uniquement les clients ou les utilisateurs internes? La réponse, c'est notre interprétation de la loi, et ça ne concerne pas les utilisateurs internes, puisque les utilisateurs internes sont des employés qui peuvent donner leur consentement, d'accord, comme quoi leurs données sont exportées en dehors de Chine. D'accord. Et on peut faire, quand vous rejoignez une société, vous pouvez signer beaucoup de papiers, beaucoup d'accords. Donc, il n'y a pas de problème pour les employés, parce que si on doit en plus anonymiser les utilisateurs, les users, là, ça va pas marcher. D'accord. Donc oui, on peut faire de la collaboration cross-pays, comme je l'ai montré dans la donnée, et on voyait dans ma démo qu'on voyait que c'était Li-Chain qui avait créé le case, et non pas XXX. Super, il nous reste 8 minutes exactement avant la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à continuer à noter vos questions pour qu'on puisse, surtout Rémi et Nabil puissent y répondre. Et j'ai un dernier sondage, comme vous avez dit, il y en avait 2 qui vous attendaient. Voici le deuxième qu'on vous propose. Dans quel domaine Residential as a Service vous aide ou vos clients à résoudre vos problèmes? Vous avez comme proposition Service Cloud, Sales Cloud ou autre. Et si vous cliquez sur autre, n'hésitez pas à nous préciser dans le chat qu'est-ce que vous utilisez exactement. Pour l'instant, on a pas mal de Service Cloud, du Sales Cloud également. Et on en a d'autres, alors n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Et peut-être pour laisser le temps aussi aux personnes de noter leurs prochaines questions, j'en ai une. On parle de Residential as a Service jusqu'à présent, et quel est le timing pour implémenter cette solution-là finalement? Donc pour l'instant, on est en mode pilote. Ça sera generally available à la fin de l'année. Typiquement, à partir de la signature du contrat, il faut compter 3 mois pour la première itération, je dirais le MVP. On conseille à nos clients de faire ça de manière itérative, c'est-à-dire de vraiment se focaliser sur le process, sur l'impact niveau 1, et ensuite enrichir progressivement, mettre plus en plus d'objets, plus en plus de champs. Donc une itération en 3 mois, ce qui laisse encore le temps de respecter la date de mars, mais surtout être itératif et tiré par le process, parce qu'on voit certains clients qui commencent à lister l'approche qu'il ne faut pas faire, c'est vous lister tous les rapports, les list views, les écrans dans lesquels vous avez des données qui sont sensibles, et vous dites maintenant je dois reprendre tout ça. Je vous laisse imaginer le travail. Non, c'est quel est l'impact? Est-ce que mes utilisateurs peuvent travailler, oui ou non? Et on a bien vu dans l'exemple de Jen. Jen ne voit pas le nom du client, so what? Il n'y a aucun impact dessus. Donc, il faut vraiment le penser business process, et je pense que c'est pour ça qu'il est important d'avoir des gens qui connaissent très bien Salesforce et qui a articulé, comme vous savez bien faire Spring 5, articuler le besoin client par rapport à la technologie, et non pas avoir une approche uniquement technologique du sujet, parce que là, c'est voué à l'échec, et on va vous dire qu'il faut 3 ans pour le faire, ce qui ne va pas être une très bonne réponse. Donc, je dirais 3 mois à partir du vrai démarrage du projet. Ok.
Et on a des experts services, hein, donc on a chez Audaceva des gens qui se connaissent très bien Salesforce, qui peuvent aider. Et puis après, on va transférer à l'intégrateur système ou au client pour qu'il soit autonome. Mais pour démarrer, donc on met nos experts services qui ont l'habitude de faire ça, de la méthodologie pour implémenter. Et après, c'est de la configuration. Donc, le client est autonome pour continuer. Ok. Et peut-être une deuxième question de mon côté. On a parlé de pas mal de pays différents. Et finalement, est-ce qu'il y a des régions qui sont encore aujourd'hui ou qui sont aujourd'hui pas couvertes? Bon, on voyait tout à l'heure, hein, il y a Oui, tout un tas de pays qui effectivement aujourd'hui ne sont pas couverts, mais tout le monde s'y met. Mais quand je dis tout le monde s'y met, c'est sur tous les continents, partout. Il y a quoi plus de 80 pays qui ont des projets, qui n'ont pas le projet, c'est-à-dire qui sont en train de rédiger en ce moment même des lois. Donc, mais en un fait, il ne faut extrême pas se que je dire prends, qu'il va y avoir des blind spots. Hein. Ça va couvrir la terre entière, donc il faut s'y préparer et surtout avoir le bon design pour que ce soit quelque chose d'extensible et pas le faire au cas par cas. Mais donc on couvre les pays, hein, oui, théoriquement, au niveau mécanisme, on couvre tous les pays. Mais bon, je crois que c'est le Maroc, hein, qui a fait une loi de residency. AWS n'est pas présent au Maroc. Je ne sais même pas comment ça va marcher au Maroc, c'est une autre question. Mais donc voilà, nous, on ne va pas aller mettre un data center au Maroc. Par contre, je pense que AWS va y aller, puisque ça fait du sens. Alors, quid de la Russie? Alors, j'ai deux réponses, une réponse technique et une réponse politique. Réponse technique, c'est que notre solution marche pour la Russie et on l'avait déployée chez Schneider Electric. D'accord. Donc, on s'assure que la donnée est d'abord stockée en Russie et ensuite dans Salesforce de manière stricte. Hein. Vous savez que si vous, je vais être super technique, mais si vous faites ça avec un trigger, vous avez des future calls, donc vous ne pouvez pas vous assurer que la donnée va être d'abord en Russie. Donc, notre solution est garantie, d'accord, écriture d'abord en Russie, avant d'être écrit dans Salesforce. Par contre, politiquement, je ne vous cache pas qu'on n'a plus aucun client qui nous demande une solution pour la Russie, puisque en général, les multinationales sont retirées de Russie ou ont vendu ou ont filialisé la Russie. Donc, il n'y a plus de besoin, je dirais, fonctionnel, même si techniquement, on sait faire. Ok, très clair. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Du coup, 2 minutes avant le gong, je vous propose qu'on conclue ce webinaire. Encore merci pour votre intervention, Rémi, Nabil, et merci pour la participation de toutes les personnes dans le chat qui nous ont posé pas mal de questions. Avant de se quitter, j'ai envie de vous partager un sondage de satisfaction dans le chat. Hyper rapide, ça nous permettra de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, du contenu et du format, pour qu'on puisse l'améliorer dans le temps. Et vous aurez aussi l'opportunité de rentrer en fait vos coordonnées pour être contacté par la suite par Nabil ou par Rémi si vous souhaitez approfondir certains sujets qu'on a pu aborder ensemble aujourd'hui. Donc, je vous laisse y répondre. Ça prend vraiment 2 minutes. Le lien est dans le chat. Et je vous laisse du coup, Nabil et Rémi, conclure sur le mot de la fin et sur aussi les prochains événements que vous nous préparez. Alors, nous, il va y avoir l'épisode 3 des webinaires. Donc, ça aura lieu au mois d'octobre, le 11 octobre. Le titre est encore en cours d'élaboration. Ce sera en partenariat donc avec Salesforce et avec un de nos clients. Le thème sera autour de l'unification d'un service client, de la tournée des techniciens et de la partie vente. Donc, l'ensemble en fait, des fonctions de support, du centre de contact et des interventions terrain. Donc, comment être efficient et avoir une vision unifiée de toutes ces opérations. Et côté Audaceva, notre prochain gros événement, c'est Dreamforce la semaine prochaine. Donc, si vous avez la chance d'être à San Francisco, n'hésitez pas à passer sur notre stand à Dreamforce. Et sinon, on prépare un forum là, qui a lieu tous les ans, très très pointu sur l'architecture et la data Salesforce avec des calibres, avec des CTA sur le sujet. Donc,
n'hésitez pas à vous inscrire. C'est toujours très visionnaire et très intéressant vraiment des super experts Salesforce et data. Super. Ben, merci à tous les deux. Merci encore à tout le monde dans le chat. Je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.